Bonjour et bienvenue, chers auditeurs sur Radio Médecine Douce. Je tenais tout d'abord à vous remercier. Vous êtes tous les jours encore plus nombreux à nous écouter et c'est un vrai plaisir de partager toutes ces informations avec vous. Aujourd'hui, on aborde un thème, encore une fois, très important avec Sophie Schlogel. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes praticienne de santé holistique et naturopathe. Absolument. Alors, aujourd'hui, vous êtes venue nous parler des troubles de l'hypersensibilité. Qui sont des troubles qui touchent de plus en plus de personnes. On en parlait hors antenne avant l'émission. Ça touche un gros pourcentage des personnes dans le monde, ces troubles de l'hypersensibilité. Oui, ça touche, alors, semblerait-il, 10% de personnes chez les Européens, jusqu'à 15 à 20% de la population mondiale. Il est énorme. Ce qui est énorme. Alors, à quoi ça correspond exactement? Comment est-ce qu'on peut finalement définir une personne qui est hypersensible? L'hypersensibilité, c'est une particularité. C'est une sensibilité supérieure à la moyenne. On a tous des capteurs, internes, externes. Chez les hypersensibles, ces capteurs captent beaucoup plus d'informations que chez la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils sentent davantage, ils ressentent davantage et leur corps réagit davantage. Ce sont des hyper-émotionnels et ils ont une très grande sensibilité au stress. Alors finalement, les hypersensibles, c'est à la fois quelque chose, c'est une tendance finalement, c'est un type de personne. C'est une particularité. Une particularité qui peut à la fois servir ces gens comme les desservir et notamment sur le point de vue de la santé. Absolument. L'hypersensibilité, ça peut être un cadeau et ça peut être un poison. Ça peut être un cadeau quand on sait, quand on est conscient, quand on a réalisé qu'on est un hypersensible ou une hypersensible. C'est une vraie finesse, c'est une intelligence non conformiste, c'est une grande intuition, énormément de créativité, d'empathie. On retrouve l'hypersensibilité chez de nombreux thérapeutes, chez des guérisseurs, chez des créatifs aussi, beaucoup, chez des médiums, probablement. Leur particularité, c'est qu'ils utilisent beaucoup leur cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le lieu de l'empathie, c'est le lieu de la sensation. On est un. On voit l'humanité comme une grande famille. On ressent qu'on forme un tout. On est en prise directe avec l'énergie environnante. Il n'y a pas de limite. La nature, on fait partie de la nature de façon intégrante. On la ressent en soi. On est dans cette énergie qu'on appelle énergie vitale en naturopathie, qui est prégnante. Donc c'est quelque chose de remarquable. Cependant, dans le monde actuel, notre société nous demande de fonctionner beaucoup sur le cerveau gauche, qui est un cerveau de la rationalisation, du pragmatique, des limites de la séparation. Et on voit au niveau professionnel l'importance que ça a. On est dans la compétition avec l'autre, on est dans le résultat, dans des objectifs de faire plus avec moins. Et pour l'hypersensible, c'est extrêmement compliqué parce que l'hypersensible ne rentre pas dans les cases, parce qu'il en déborde. Et il en souffre énormément. Ça crée un stress gigantesque à l'intérieur de lui parce qu'il ne correspond pas à cette image-là. Il n'arrive pas à correspondre. Il y a une petite particularité des hypersensibles. Au niveau psychique, au niveau de son histoire, la conséquence, c'est que l'hypersensible transporte en lui un sentiment d'être illégitime. De par son histoire et parce qu'il n'arrive pas à correspondre à ce que la société attend de lui. Donc il fonctionne finalement dans un besoin de reconnaissance dans son domaine professionnel ou personnel. Oui, absolument. Mais vous me disiez qu'il est finalement souvent à côté parce qu'il ne se laisse pas le temps de prendre les bonnes décisions qui sont peut-être reliées à ses intuitions profondes. C'est ça, il est en décalage. Il se sent, ou elle se sent, parce qu'il y a 3 femmes pour un homme. D'accord. Elle se sent en décalage, elle ne correspond pas. Et voilà. Et lorsque cette personne n'a pas
pu être accompagnés par des parents compréhensifs qui sont dans l'objectif d'aider leurs enfants à devenir ce qu'ils sont, à développer leur talent, développer l'être, mais qu'ils sont dans une éducation du devoir faire, du devoir avoir. Les personnes hypersensibles vont faire les mauvais choix pour les mauvaises raisons. Voilà. Donc, ils se retrouvent dans une situation, ils se retrouvent à vivre des choses qui ne leur correspondent absolument pas. Et effectivement, tout ce stress, toute cette émotion, toute cette angoisse que ça génère, ça va à terme complètement abîmer leur santé, puisque c'est de l'hyperstress. Et on connaît aujourd'hui l'importance des méfaits du stress sur l'organisme. Ils sont dans une hypervigilance constante de tout ce qui va de tout ce qui va être un danger pour eux, pour leur équilibre, c'est-à-dire leur quotidien. Alors, à quoi ça mène finalement comme trouble de santé, comme pathologie, si ces hypersensibles ne sont pas pris en charge par les bons thérapeutes? Eh bien, si ces hypersensibles ne sont pas reconnus, pris en charge et accompagnés, il va y avoir des troubles anxieux, il va y avoir des déprimes, voire des dépressions parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on est seul, parce que on n'a pas sa place. Et au fil du temps, quand la coupe déborde, on va trouver des troubles, des dérèglements qui vont amener à tous les troubles neurofonctionnels, c'est-à-dire les troubles de l'hypersensibilité chimique, les troubles de l'électrosensibilité, donc l'hyperélectrosensibilité, les syndromes de fatigue chronique, les spasmophilies avérées, les fibromyalgies. Ça peut être même les troubles des déficits de l'attention chez les petits. Les insomnies, est-ce que c'est des gens qui dorment mal, qui justement ont du mal à avoir un sommeil réparateur? C'est des gens qui dorment très mal parce que, étant en hypervigilance permanente, leur système nerveux reste campé sur le système du stress. On passe pas du côté du système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui répare l'organisme et qui permet le sommeil, la récupération, la recharge, la ressource. Donc, un sommeil non récupérateur, des intestins douloureux, c'est le syndrome de l'intestin irritable, un estomac acide qui brûle, ça peut aller jusqu'à l'ulcère, ça peut être des reflux gastriques, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. En fait, il y a aussi une grande fatigue. Il y a aussi peut-être une mauvaise gestion émotionnelle. Est-ce que vous disiez au début, est-ce que c'est des gens qui, par exemple, sont beaucoup dans les larmes? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin, ou des femmes qui ont besoin d'exprimer peut-être parfois à outrance leurs émotions? Oui, c'est une hyper-émotivité. Donc, ces gens ressentent plus que la majorité des autres. C'est-à-dire que ils vont être complètement bouleversés par l'état du monde. Ils sont, je disais empathie, mais c'est plus compassion. C'est-à-dire ils font un avec le ressenti des autres. Ils font un avec la douleur du monde. Mais c'est extrêmement fort. C'est un coup d'état neuronal. Ils sont envahis complètement par leurs émotions. Alors ils les expriment très fort. Donc c'est des colères, mais ça peut être des émotions, ça peut être des pleurs, mais l'émotion c'est négatif et positif. Donc c'est des gens qui ressentent aussi le bonheur très fort, la joie, le plaisir. Ils vont s'esbaudir devant la petite fleur qui pousse entre deux dalles de béton en trouvant que c'est extraordinaire. Sur un coucher de soleil, ils vont être très sensibles à tout ce qui les environne de bon et de moins bon. Ah ouais. Moi, c'est marrant, en vous écoutant parler, j'ai l'impression, en tout cas, de me retrouver un petit peu là-dedans. C'est un côté aussi peut-être un petit peu passionné qu'ont les hypersensibles. Absolument. Il y a un côté passionné et il y a un côté, j'aime bien les regarder comme des boulimiques de vie. C'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui ont des envies, qui ont des enthousiasmes, un enthousiasme démesuré.
lorsqu'ils ont été accompagnés là-dedans. On rencontre aussi, hélas, beaucoup de personnes qui n'ont pas été accompagnées, qui ont été dans des environnements toxiques, qui les ont brimés, qui les ont réprimés, et c'est des gens qui sont complètement paniqués par l'extérieur et par leurs émotions, qui gardent tout à l'intérieur, et donc qui somatisent. On est vraiment dans l'approche là de l'importance des croyances, des pensées et des émotions, l'impact que ça a sur le corps. On sait ça aujourd'hui, tout le monde sait que une crise de vie très forte, un deuil, une période très stressante et très émotionnelle va entraîner des maux d'estomac, voire un ulcère, va entraîner un asthme, un problème de peau, jusqu'à un cancer. Là, on est exactement là-dedans. On est dans l'importance de notre mode de pensée, nos croyances et nos émotions. Tout ça, ça marche ensemble sur notre système de détection des dangers et sur le corps. On a tous dans notre cerveau un système d'alarme qui s'appelle l'amygdale, qui a comme objectif de nous prévenir de tous les dangers qui nous environnent. Quand on est dans l'hypersensibilité, cette alarme, cette amygdale, elle hyper fonctionne. Dire qu'elle va être beaucoup plus vigilante que les autres amygdales à tout ce qui pourrait potentiellement représenter un danger. Donc, elle est en hypervigilance et les troubles sur l'organisme sont multiples. Sont énormes. En fait, elle crée un stress oxydatif. Le stress, l'oxydation, comme chacun sait, c'est que si on coupe une pomme en deux et qu'on la laisse 10 minutes de côté, la pomme va devenir un peu marron, un peu brune. Oui, tout à fait. C'est l'oxydation. Ben, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Chaque fois que on est dans une situation de stress qui ne descend pas, on ne passe pas du système de stress au système de détente, à l'homéostasie, à l'équilibre. Chez les personnes quand l'hypersensible passe à un trouble neurofonctionnel, le stress oxydatif ne descend plus, c'est-à-dire il est au top niveau de ce qu'il peut être et il épuise l'organisme. Il baisse, il détruit complètement l'énergie vitale, mais il abîme les tissus. Il abîme le système global au niveau des organes, au niveau nerveux, au niveau neuronal, au niveau des tissus, à tous les niveaux. C'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de burn-out. J'imagine que c'est des gens qui sont facilement poussés au burn-out quand on ne les écoute pas, quand ils ne sont pas pris en charge ou compris. Oui, c'est vrai que le burn-out, Alain Rousseau, mon maître de naturopathie, avait l'habitude d'appeler ça une dépression physiologique. Oui. C'est le corps qui lâche. Parce qu'on n'a pas voulu écouter l'esprit. Parce qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu. On est dans un système de réponse, un système automatique. On n'accède plus à cette partie de notre fonctionnement cérébral qui est le recul, l'analyse, le discernement. Il n'y a plus cette capacité-là à se mettre en retrait et à se dire bon, comment je vais ? Est-ce que je suis dans le juste ? Est-ce que ce que je fais me correspond ? Est-ce que je suis d'accord ? Non. On passe en système automatique de fonctionnement et on n'écoute plus ces signaux. On se retrouve dans le système de survie. C'est très animal, c'est très archaïque. Ce système de survie, on l'a depuis les premiers âges de l'humanité. Alors que notre fonction d'analyse, de recul, de jugement par rapport à nous, elle date de 30 millions d'années, mais on l'appelle néo, nouvelle. C'est le petit dernier qui nous permet justement de mettre du sens et d'être créatif. C'est aussi le lieu des intelligences. Quand on est sur le système automatique,
on n'est plus dans l'intelligence. Donc le burn-out, c'est quelque chose qui guette tout un chacun à partir du moment où on n'a plus l'occasion, ni le temps, ni l'énergie de passer sur notre système de jugement et de jugement de sens. Hein. C'est une histoire de gestion de soi et de gestion du sens. Mais ça touche encore plus évidemment les hypersensibles parce qu'ils sont beaucoup plus, ils sont aux premières loges de ça. Ils sont très vite touchés par cet épuisement. Alors en tout cas, bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent et qui se sont peut-être retrouvés là-dedans. Déjà, je pense que la première chose qui peut rassurer les hypersensibles, c'est de savoir qu'ils le sont. J'imagine qu'ils peuvent passer des années à vivre cette vie dans cette société, comme vous le disiez, où on est beaucoup dans la compétitivité, dans le rendement, et tout d'un coup prendre conscience que, bah oui, on est un hypersensible, qu'on a des qualités humaines énormes, mais que justement cette société ne nous permet pas de les exprimer. Donc déjà, est-ce que les gens que vous recevez en consultation, ils sont peut-être déjà rassurés de cette prise de conscience, de se dire mais oui, je suis hypersensible et c'était ça qui déclenchait toutes ces pathologies, tous ces problèmes de santé. Absolument, absolument. Ça les rassure parce qu'ils peuvent mettre un terme sur leur mal-être. Ils peuvent sortir de la culpabilité et réaliser que c'est un cadeau. C'est un cadeau et c'est une particularité à apprendre à maîtriser. On retrouve bien là l'éducation à la santé en naturopathie. Et cette dimension de vous avez une singularité, apprenez à la connaître, apprenez à l'accepter, apprenez à vivre avec et votre vie n'en sera que plus riche et plus juste. Vous serez en accord avec vous-même. Alors comment est-ce qu'on les accompagne, Sophie, par exemple, en naturopathie, ces gens-là ? Eh bien, l'hypersensibilité, c'est un trouble, on va dire, plurifactoriel, dans la mesure où, certes, notre système, notre amygdale, le système nerveux est touché, donc il y a un travail là d'apaisement, donc c'est toute l'approche de la relaxation, de la détente, et toutes les techniques qu'on a dans notre boîte à outils, qui sont issues des thérapies cognitives, mais qui existent depuis la nuit des temps et qui consistent à utiliser le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire utiliser le fait que pensées, croyances, émotions ont un impact sur le corps et de faire passer le côté négatif en positif, c'est-à-dire puisque le négatif a un impact sur le corps, si on met du positif, si on met une émotion positive dans l'organisme, eh bien, le cerveau va croire que c'est une réalité, qu'on va mieux, qu'on va bien. Donc, il y a cette approche-là, avec toutes les techniques de relaxation et de gestion du stress d'une certaine façon. Il y a aussi tout ce qui est respiration, qui a un impact très important pour sortir du stress et passer dans le système de l'homéostasie, de l'équilibre, de la réparation du corps. Il y a toute la sphère de l'hygiène de vie, parce que autant l'hypersensible est impacté par la pollution environnementale, qu'elle soit électromagnétique, qu'elle soit chimique, qu'elle soit toxique, les ajouts alimentaires, tout ce qu'on peut trouver dans notre alimentation, dans notre assiette, autant elle réagit extraordinairement bien dès qu'on met de la vie dans l'assiette. Donc, on va tendre vers ça, apprendre à se nourrir autrement pour mettre plus de vie dans son corps, qui va se recharger, qui va réagir extrêmement rapidement. Les hypersensibles ont besoin de beaucoup moins d'apports au niveau plante, au niveau aromato, au niveau complémentation que d'autres personnes. Une goutte d'huile essentielle, je pense à une personne en particulier, suffisait
à rétablir un déséquilibre mental, on va dire mental, pas dans le sens psychiatrique, c'est pas notre domaine, mais dans le sens émotionnel, alors que trop de compléments alimentaires la rendaient malade, et les molécules chimiques par excellence. Donc il y a la nutrition. L'exercice physique, c'est bouger, c'est se remettre en lien avec la nature dont on est issu, qui les nourrit tellement. Se remettre à faire un sport, un exercice physique, ça peut être la marche, mais d'être environné de nature, être environné de beau, se ressourcer, la culture, la musique, les autres, puisqu'on est en empathie quand on est hypersensible, c'est retrouver, à partir du moment où il n'y a pas une phobie, parce que ça arrive aussi, c'est apprendre à se ressourcer au contact des autres, donner, exercer son talent de cerveau droit au profit de la société et des autres. Ça va être aussi, et c'est fondamental, tout ce qui est détoxination, qui est un pilier en naturopathie. On entend beaucoup parler en ce moment, c'est très très médiatisé, pas toujours dans le bon sens. La détox, c'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui est passé à la mode, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire se détoxiner, Sophie ? Se détoxiner, c'est encourager une fonction naturelle du corps. On se détoxine depuis le corps existe, mais c'est l'encourager et permettre au corps d'éliminer le surplus de toxines qu'il ne peut pas éliminer, qui reste coincé dans ces liquides, dans les tissus, au niveau du foie, et qui empoisonne l'organisme. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on imagine le périphérique aux heures de pointe. Il y a trop de substances, et des substances qui ne vont pas ensemble, qui ont des effets iatrogènes, c'est-à-dire qui créent des troubles par ailleurs. Et là où c'est fondamental d'apprendre correctement à se détoxiner, c'est que lorsqu'on le fait comme ça, au pied levé, avec une petite plante par-ci, et puis qu'on est par ailleurs très stressé, ou bien qu'on a été en contact avec des molécules, des métaux lourds, quand on fait une petite détoxination comme ça, on met en mouvement, en circulation, des toxines qui sont encore plus toxiques, à moins d'avoir suivi les 2 phases de détoxination du foie. Donc, on ne peut pas traiter ça à la légère. Ça peut être vraiment dangereux, en fait. Voilà, on ne traite pas une petite détoxination de printemps, une petite détoxination post-fête et pléthore culinaire, comme on accompagne une détoxination profonde de l'organisme. Donc, les personnes hypersensibles, elles sont dans l'hyperstress, et quand on est en situation de stress, le corps ne se détoxine plus. Le système de vigilance, il met l'organisme en situation de se battre ou de fuir. Donc, dans cette grande intelligence, cette grande sagesse du corps, la fonction d'élimination n'est pas essentielle sur l'instant. Donc, elle s'arrête. Jusqu'à ce qu'on ait réglé le problème, qu'on sorte de cette situation d'urgence, qu'on revienne dans l'homéostasie, et la détoxination reprend. Donc, ces gens qui sont dans l'hyperstress permanent, ils s'intoxiquent tout seuls. Donc, l'idée, c'est de recharger l'organisme en énergie vitale et de les accompagner vers une détoxination. Quels sont les organes qui sont les plus touchés, justement, quand on n'arrive plus à faire sortir déjà ce stress et puis toutes les impuretés, tout ce qu'il faudrait finalement éliminer en temps normal ? Il y a le foie qui est fondamental, mais il y a... Non, je suis en train de penser par rapport aux troubles neurofonctionnels. Toutes les molécules toxiques dans l'hypersensibilité chimique multiple, ce sont des toxines qui réussissent à franchir la barrière encéphalique, qui est normalement totalement étanche, et se retrouver au milieu des neurones et oxyder les neurones. C'est-à-dire que y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas toujours, mais le foie, c'est celui qui filtre
énormément. Quand il y a trop de toxines, il est totalement épuisé et il sature. Il traite plus l'information, il traite plus la détoxination de la même façon et l'énergie s'épuise. Souvent, on dit que les gens qui ont un fonctionnement thyroïdien un peu trop important sont des gens hypersensibles. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Alors, ça peut être juste, ça peut être parfaitement vrai. Les personnes thyroïdiennes sont des affectifs, sont des émotifs, qui aiment le beau, qui aiment la nature, qui ont besoin de ça en tout cas pour se recharger. Quand on est en hypo ou en hyperthyroïdie, on a une hyper-réaction très nette. Toutes les femmes dans la période périménopause, elles passent en hypothyroïdie, sauf quand elles ont déjà un problème d'hyperthyroïdie, mais elles passent en hypothyroïdie et c'est tout le fonctionnement émotionnel et la sensibilité qui est touchée. De là à faire une généralité, voilà, je n'irai pas complètement dans ce sens, mais c'est intéressant. Mais ça peut être une piste, en tout cas. Ça peut être une piste, tout à fait. Alors Sophie, est-ce qu'on peut se rendre sur votre site internet pour apprendre à vous découvrir encore davantage? Absolument. Alors quelle est l'adresse? sophieschlegel.com. D'accord, tout simplement. Donc je l'afficherai sur la plateforme pour les auditeurs. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir une adresse mail si les gens qui nous écoutent veulent vous contacter et vous rencontrer? Absolument. Alors ils peuvent m'adresser un mail à travers le site. D'accord. Voilà. Alors il y a un formulaire de contact. Peut-être dernière petite chose, vous me disiez hors antenne que vous étiez là dans le projet d'un livre qui sortira en septembre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, eh bien c'est un livre qui va sortir aux éditions Fleurus sur le thème de la détoxination en naturopathie. Justement sur ce thème très important. Justement sur ce thème très important qui parle d'une détoxination au niveau global, c'est-à-dire que ce soit au niveau de nos pensées, de nos croyances et de nos émotions et au niveau du corps. Voilà. Ce qui est important, parce que finalement, on a l'impression aussi que parfois on parle de détox du foie, on parle de drainer son corps, mais on parle pas de drainer les pensées négatives, qui sont quand même très chimiques, très très mauvaises pour le corps. Absolument, très toxiques. Donc c'est un petit livre qui est très pratique. L'objectif, c'est de donner des clés, des outils aux personnes pour qu'elles puissent se détoxiner en toute sécurité et en pleine efficacité. Bon, super. Alors, on se retrouvera peut-être à ce moment-là pour en parler avec grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, un grand merci, Sophie, d'avoir abordé ce thème plus qu'important. Et je pense que là, vous avez aidé en tout cas beaucoup de gens qui se sentaient peut-être incompris et qui aujourd'hui, je l'espère, ont compris les choses. Un grand merci. À très bientôt. Nathalie.